Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, Monsieur le Président, l'Assemblée nationale a constitué une commission d'enquête chargée de tirer les enseignements de l'affaire Lactalis et d'étudier à cet effet les dysfonctionnements des systèmes de contrôle et d'information de la production et la distribution et l'effectivité des décisions publiques qui ont été prises. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas pour nous ici d'être des juges, de punir, mais il s'agit pour nous de rédiger un rapport qui pourra empêcher que de telles choses arrivent à nouveau. Nous passons depuis ce soir à un nouveau volet de nos auditions, puisque nous passons à la commercialisation des produits contaminés. Nous avons commencé notre cycle d'audition par l'écoute de l'association des victimes, ce qui nous semblait tout à fait légitime, puisque connaître leurs difficultés, leurs ressentis et ce qui a pu se passer pour elles, c'est quand même quelque chose de très grave pour nous, parce que ce sont des mamans qui ont été achetées du lait en toute confiance et qui ont failli empoisonner leur bébé. Donc c'est quelque chose qui est quand même très particulier. Et nous avons entendu leur douleur et leurs difficultés. La commission d'enquête a entendu ensuite les organismes de contrôle de l'État pour savoir le domaine de l'alerte, quelles mesures avaient été prises, en particulier la DGCCRF qui a géré les retraits rappels qui nous concernent aujourd'hui. Elle a également auditionné l'ensemble des associations de consommateurs. Nous avons auditionné également les acteurs de la filière laitière, la Fédération nationale des industries laitières, la Fédération nationale des producteurs de lait, la FNSEA. Et là, maintenant, nous commençons à nous intéresser à la commercialisation des produits. Nous avons auditionné hier l'ensemble le Conseil de l'ordre des pharmaciens et les syndicats des pharmaciens. C'est un sujet qui vous intéresse, Monsieur le Président. Et nous venons d'entendre Monsieur Régis de Gelque, qui est président du conseil d'administration d'Auchan Retail. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Michel-Édouard Leclerc, président directeur général de l'ancienne Édouard Leclerc, Monsieur Sébastien Chollet, directeur général du GALEC, Monsieur Alexandre Tuaillon, chargé de mission auprès du président, et Monsieur Stéphane Arinaud, directeur qualité responsable du développement durable, et Xavier Guédon, qui est directeur du support d'organisation du GALEC. Très bien. Alors, est-il nécessaire de présenter Leclerc, fondé en 1949 par Édouard Leclerc, l'enseigne de grande distribution Édouard Leclerc est une coopérative de commerçants indépendants. Le mouvement Leclerc compte aujourd'hui 541 adhérents en France. L'ensemble du réseau recouvre 127 000 collaborateurs qui se répartissent sur tout le territoire dans 680 magasins, 619 drives, 1768 enseignes spécialisées et les centrales d'achat nationales et régionales. En 2017, Édouard Leclerc a réalisé un chiffre d'affaires de 44,8 milliards d'euros en comptant le carburant. L'enseigne Édouard Leclerc est aujourd'hui dirigée par M. Michel-Édouard Leclerc que nous recevons aujourd'hui. Vous en doutez, nous avons un certain nombre de questions à vous poser dans le cadre de l'affaire Lactalis, en particulier sur le problème du retrait-rappel et des produits qui ont été proposés à la vente dans vos rayons. Nous avons un certain nombre de questions à vous poser, moi-même président, et ensuite monsieur le rapporteur, et l'ensemble des parlementaires pourront poser les questions qu'ils souhaitent durant cette audition. Il s'agit d'une commission d'enquête, donc conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous demander de vous lever afin de prêter serment, genre de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, en disant « je le jure ». Je vous remercie. Bien, les questions que nous allons vous poser sont des questions assez précises qui ne nécessitent pas une réponse très longue. Et par contre, Monsieur le Président, si vous voulez, vous pourrez faire un petit propos préliminaire et permettre à vos collaborateurs ou à vous-même de réfléchir aux questions que nous allons poser avec Monsieur le rapporteur, qui sont des questions sur les délais et un certain nombre de choses. Nous voudrions savoir, dans le cadre de cette audition, par qui et par quels canaux d'information vous avez été informé du rappel et du retrait des produits. Est-ce que, à votre sens, les informations ont été claires et suffisantes? Estimez-vous que pendant la durée de la crise, avoir eu des contacts suffisants, réguliers, avec les services de l'État et avec l'entreprise Lactalis, qui est votre fournisseur? Avez-vous bien été informé des 5 procédures de retrait-rappel décidées par Lactalis et l'État? Toutes ces vagues ont-elles nui à l'efficacité du retrait-rappel dans vos magasins? Avez-vous disposé d'une liste des lots
qui devaient être retirés immédiatement, sur le long terme? Si oui, sur quel support? À l'occasion de votre audition au Sénat, certains acteurs ont mentionné avoir reçu plus de 15 messages d'information sur les procédures de retrait-rappel. Que contenait l'ensemble de ces messages? En cas d'alerte dans vos magasins, quelles sont les procédures de droit commun que vous engagez? Est-ce qu'elles sont prévues réglementairement ou est-ce que chaque entreprise met en place ses propres procédures? Est-ce que vous mettez systématiquement dans l'ensemble de vos magasins des vérifications pour vous assurer que les retraits-rappels demandés sont bien efficients? Combien de procédures de retrait-rappel avez-vous dans vos magasins, en dehors de la poudre de lait? Il doit y en avoir d'autres, j'imagine. Et sont-ils gérés de la même manière ou sont-ils gérés... est-ce qu'il y a une différence par rapport à ce qui s'est passé avec les rapports que vous avez pu avoir avec l'entreprise Lactalis? Est-ce que vos employés sont informés et formés pour ces procédures de retrait-rappel? Comment est-ce que vous informez les clients quand il y a une procédure de retrait-rappel telle que celle-ci? Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur le nombre de produits retirés dans vos magasins, le nombre de produits qui ont été ramenés au magasin et le nombre de produits vendus par erreur, parce qu'il y en a eu? Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'ils sont revenus? Et la dernière chose, comment est-ce qu'on peut expliquer que des produits qui étaient concernés par le retrait-rappel, donc qui ne pouvaient pas être vendus, se sont retrouvés sur des rayons dans vos magasins? Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, messieurs, déjà, je vous remercie d'être présent avec nous en cette fin de journée. Je me joins totalement aux propos introductifs de Monsieur Christian Hutin, le Président. J'ai la lourde responsabilité d'écrire le rapport, donc il me doit d'être 100% impartial. Et j'espère avoir vos réponses, des propositions afin d'étayer au mieux mon rapport. Donc je vais passer tout de suite aux questions. Lors de l'audition au Sénat, il a été dit que l'alerte concernant la présence de produits retirés dans les rayons a été donnée, non pas lors d'un contrôle, mais par une consommatrice ayant acheté le produit dans un de vos magasins. Avez-vous été directement prévenu? Les contrôles effectués par l'État de l'effectivité des mesures de retrait-rappel ont-ils été utiles? Avez-vous utilisé la méthode du blocage en caisse? Avez-vous vendu des produits contaminés par la voie du e-commerce? Dans quel sens allez-vous ou avez-vous revu votre procédure de gestion de crise? Les propositions en matière d'évolution des codes-barres pour permettre le blocage en caisse par lot vous paraissent-elles pertinentes? Pourrait-il y avoir des arguments contre? Et quelles autres évolutions pourraient être envisagées? Pour les rappels, la possibilité d'utiliser les données bancaires vous paraît-elle pertinente? Quel service administratif est responsable du guide de gestion des alertes alimentaires dont vous demandez la révision? Avez-vous sollicité les pouvoirs publics en ce sens et quel retour avez-vous eu? En quoi ce guide vous paraît-il aujourd'hui insuffisant? Quelles pistes normatives ou organisationnelles suggérez-vous afin d'éviter que de telles crises ne se reproduisent? Dans l'audition du Sénat, vous recommandez une intensification des formations aux procédures de rappel. Quelles mesures ont été prises en ce sens? Toujours lors de votre audition au Sénat, vous avez fait mention d'audits afin d'identifier les failles opérationnelles ayant conduit à la vente des produits censés être retirés de la vente. Quels ont été les résultats de ces audits? Quelles conclusions en avez-vous tirées? Concernant la partie produits et promotions, je rappelais un sujet. Le refus de la spéculation au service de la consommation est la raison d'être de votre enseigne. Aussi, au fil des années, vous avez installé vos hypermarchés en périphérie. Vous avez déclaré sur ce sujet que vous vous êtes adapté à l'environnement réglementaire et législatif et que, une fois encore, l'État français en était le responsable. Vous avez également déclaré cette semaine que la question de votre utilité sociale interpellait tout le monde. Dès lors, puisque l'on parle de responsabilité, n'avez-vous pas omis de vous adapter à un environnement réglementaire et législatif en remettant en rayon des produits laitiers qui ont fait l'objet d'un retrait-rappel? Donc la question subsidiaire, si vous nous expliquez que vous n'y êtes pour rien, comment expliquez-vous et quelle est votre part de responsabilité personnelle
sur le fait que votre enseigne en a plus fait une remise de 40% sur ses produits impropres à la consommation. Merci. Bien, Monsieur le Président, je vous en prie. Alors, j'ai écouté en venant tout à l'heure dans le taxi l'audition du patron d'Auchan. Et j'ai entendu votre expression, Monsieur le Président, est-ce que c'est la faute à pas de chance, cette affaire Lactalis? Évidemment, non. Évidemment, il y a des défaillances à tous les niveaux de la chaîne. Évidemment, ces défaillances ont un caractère systémique. On retrouve dans des enseignes de distribution du secteur privé, mais dans des systèmes de diffusion, y compris dans le secteur public, des défaillances de même type. Et évidemment, d'ailleurs, dès que les centres Leclerc me l'ont demandé, j'ai bien expliqué, et à une époque où j'étais un peu tout seul dans les médias, j'ai bien expliqué que ces défaillances, nous les constations sous notre enseigne. Et donc, cette commission d'enquête, évidemment, se justifie. Nous avons un diagnostic, et vous avez un diagnostic à écrire, et probablement une reconstruction d'un système à élaborer. Et comme il sera élaboré avec les professionnels, il faut bien qu'on y participe en toute transparence, mais aussi en toute technicité. Si vous voulez bien, je voudrais, comme j'ai écouté justement Auchan, et qui est une structure intégrée, vous dire la particularité des centres Leclerc, parce que ça permet aussi de comprendre et de situer dans le processus où sont venues les défaillances. Pour moi, déjà, première idée, mais on va revenir dessus, c'est pas tant les processus d'information qui certes sont améliorables, qui ont des défaillances à la marge, etc., que dans le caractère opérationnel et du respect des directives que se trouvent les défaillances. Donc aujourd'hui, le mouvement Leclerc, c'est quoi? C'est une association de chefs d'entreprise, donc ce n'est pas une structure familiale, ce n'est pas une structure non plus de franchise, c'est une association loi 1901 de commerçants indépendants, qui sont regroupés dans une association en tant que personnes physiques que je préside, qui s'appelle l'Association des centres Leclerc. Ces personnes physiques anciennement salariées de la distribution concurrente ou des centres Leclerc, pour devenir chef d'entreprise et après avoir obtenu le droit d'exercer sous Panonceau Leclerc, créer des sociétés anonymes. Et ce sont ces sociétés qui adhèrent après à des sociétés de moyens qui sont de nature coopérative. Il y a 16 coopératives régionales qui assurent la logistique, l'approvisionnement, les achats pour ces magasins. Et puis, il y a une structure nationale avec des filiales, mais qui est aussi organiquement et juridiquement une coopérative. Et là, ce sont les propriétaires de magasins, comme toute coopérative, qui ont leurs mandataires sociaux qui dirigent. Notre système d'appréciation de la qualité se trouve dans les deux pôles. Donc, au niveau de l'association que je préside, nous assurons la protection de la marque. La marque est une marque collective, ce n'est plus une marque familiale depuis 15 ans, c'est une marque collective. Nous attribuons le Panonceau et nous assurons qu'il n'y ait pas, que cette marque ne soit pas entachée. Et au sein de cette association, il y a des commissions prix, il y a qui sont avec ces personnes, et une commission qualité et développement durable qui pilote notamment les systèmes de gestion de crise à l'interne et la communication. Donc je suis venu avec Stéphane Arinaud, ici présent, qui est le directeur de cette cellule de gestion de crise. Et puis au sein donc, du groupement opérationnel d'achat, de référencement, qui va approvisionner 1300 points de vente alimentaires et 1500 points de vente spécialisés, parce que nous avons aussi des magasins qui sont non alimentaires. Donc c'est Sébastien Chellet qui est le directeur de cette structure et qui, depuis 20 ans, travaille dans cette structure et qui a connu d'autres
type de crise, Escherichia coli, Listeria, etc. Donc il a un bon background. Et donc je vous ai proposé, Monsieur le Président, qu'il vienne aussi. Et ainsi que Monsieur Xavier Guédon, qui est directeur des infrastructures pour tout ce qui concerne les systèmes de qualité au niveau national. Et je suis accompagné d'Alexandre Tuaillon, qui est, ça ne se dit pas dans un groupe d'indépendants, mais l'équivalent d'un directeur de cabinet dans d'autres professions, et qui m'accompagne dans la mission de l'association. Donc ce que je vous propose peut-être, c'est, si cette fragmentation du propos pour répondre à vos questions, ils l'ont vécu en direct, c'est que chacun dise... Ce que je vous propose, Monsieur le Président, si vous voulez bien, c'est que chacun, dans le domaine qui le concerne, réponde aux questions qui ont été posées. Voilà, si ça on va vous va. Répondre très précisément. Et je vous laisse le libre arbitre de choisir vos collaborateurs. Enfin, sachant si le lieu, enfin si vous me le permettez, que je voudrais dire que, je le redis, puisque je l'ai dit sur les ondes, etc., c'est vraiment, il y a des défaillances chez nous, et que, évidemment, ça entache l'image de la marque, ça entache, surtout, ça a complètement perturbé la vie de certaines familles. Donc je renouvelle ici, à travers vous, les excuses de notre réseau, mes excuses personnelles, les excuses de tous les acteurs de cette histoire Lactalis. Ça a été un choc aussi pour nous, on vous dira comment, pour les adhérents, mais aussi pour beaucoup de salariés. On a 127 000 salariés dans l'enseigne, donc ça a été un choc, parce qu'une découverte, ça a été un choc. Et nous avons évidemment un plan à l'interne, mais aussi des propositions à partager avec vous. Donc c'est toi, peut-être, Sébastien, qui... Monsieur le Président, avant qu'on réponde dans le détail, simplement pour pour camper un peu le décor, et malheureusement nous allons utiliser l'audition précédente mais vous l'avez entendu. Est-ce que le fait, alors, mais c'est une question, et on a cru le comprendre, est-ce que l'entreprise fournisseur, Lactalis, une forme peut-être d'opacité, de retard à l'allumage, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais vous l'avez entendu lors de la précédente audition, est en partie responsable des problèmes que vous avez eus. Est-ce que vous pouvez nous le dire d'emblée? C'est quand même compliqué d'aller occulter nos propres défaillances pour commencer à aller chercher oui, mais vos propres défaillances peuvent être liées. Je pense que l'honnêteté, Monsieur le Président, commence à décortiquer la défaillance là où elle est chez chacun, et je pense que c'est vous qui apprécierez après. Alors je vais écouter vos collaborateurs, je me permettrai de vous poser la question à la fin. Ça me va. D'accord. Oui, alors peut-être pour répondre à un certain nombre d'interrogations que vous avez formulées, je voudrais, moi, vous décrire les dispositifs en matière de gestion de la qualité au niveau de notre organisation. D'abord, le groupement d'achat Leclerc a principalement deux missions, je le rappelle. La première qui est de proposer à ses adhérents de s'approvisionner auprès d'industriels sur les produits qui sont référencés pour pouvoir les commercialiser dans leurs points de vente. Et une deuxième mission qui consiste à organiser des opérations commerciales dites promotionnelles, dont l'expression la plus marquante sont les prospectus. Et il y a une question notamment qui a été évoquée, on y reviendra juste après, sur cette promotion qui est intervenue dans ce calendrier un peu compliqué de l'affaire Lactalis. Ces produits, donc, une fois qu'ils sont référencés par le GALEC, suivent un cheminement logistique assez simple. Ils sont achetés par les coopératives d'approvisionnement régionales et ensuite revendus potentiellement donc aux 1300 points de vente que sont constitués de magasins, hypermarchés, supermarchés et également de drive pour être commercialisés donc auprès de consommateurs finaux. Alors, dans notre organisation telle que je viens de la décrire, nous avons un système de gestion de la qualité. Ce système est un système qui est documenté, qui est décrit, qui est communiqué à chaque entité, que ce soit au niveau national pour le GALEC ou au niveau des coopératives d'approvisionnement régionales, mais également au niveau des points de vente, c'est-à-dire des magasins et des drives. Ces procédures décrivent les rôles et les responsabilités de chacun, et il y a un certain nombre de procédures qualité. Dans ces procédures qualité, deux d'entre elles sont aujourd'hui dans l'objet de nos discussions, c'est-à-dire les procédures dites de retrait-rappel.
Alors, dans ce domaine, l'obligation de la coopérative nationale dans nos procédures consiste à communiquer à ses adhérents, puisque les magasins sont des adhérents de la coopérative, donc de communiquer à ses adhérents tous les éléments utiles et nécessaires afin de s'assurer de l'opérationnalité des procédures de retrait-rappel et enfin de s'assurer de la bonne prise en compte par les points de vente de ces informations. Il y a peut-être à ce stade aussi à éclaircir, si ce n'a déjà été fait, qu'il y a en fait deux types de procédures qui sont évoquées aujourd'hui. La procédure de retrait, simple, c'est une procédure qui consiste à retirer les produits sur surface de vente, et la procédure dite de retrait et rappel, qui consiste d'une part évidemment à retirer les produits des surfaces de vente et à informer les consommateurs pour rappeler les produits qui ont été vendus. Tout ça se fait lorsqu'il s'agit de rappel aux moyens d'information auprès des consommateurs. L'information la plus basique étant l'affichage en rayon, mais c'est également un affichage dans l'accueil des magasins, sur les sites internet des drives et sur les différents sites internet. Alors, vous évoquiez tout à l'heure en interrogation si c'était des procédures qui étaient différentes d'un point de vente à l'autre. En réalité, ce sont des procédures telles que je vous les ai décrites qui sont très classiques, qui s'inscrivent d'ailleurs dans un cadre qui est fixé par l'administration et qui sont d'ailleurs à peu près les mêmes dans l'ensemble de la profession. Alors comment se déroulent les choses lorsqu'on est face à un dispositif de retrait-rappel et d'où vient l'information? Ceux qui nous alertent pour engager des procédures de retrait-rappel, ce sont soit à la demande de l'administration, soit à la demande d'un fournisseur. Lorsqu'on est saisi de ce type de demande, le GAEC déclenche donc régulièrement au moyen d'un outil informatique dédié un ordre de retrait-rappel. Et dès lors, chaque responsable qualité des centrales d'approvisionnement régionales et les responsables qualité de chaque magasin et drive doit exécuter les opérations qui lui incombent. Alors, ces opérations de retrait-rappel, dans leur énonciation, elles sont assez simples. Dans leur exécution, c'est une autre affaire. D'abord, il s'agit d'identifier les produits qui font l'objet de ce retrait-rappel. Il y a dans 99% des cas des retraits-rappels qui identifient le produit au travers de plusieurs éléments que sont le JETIN, le code à barre, la date limite de consommation ou la date limite optimale d'utilisation et enfin le numéro de lot. Et dans 1% des cas, il s'agit de code à barre complet, c'est-à-dire sans distinction de numéro de lot. Donc pour un employé de magasin, pour un responsable qualité de magasin ou d'entrepôt, il s'agit, quand il reçoit cet ordre de retrait-rappel, de partir soit dans la zone de stockage, soit dans la surface de vente, et là identifier produit par produit les produits qui font effectivement l'objet de ce retrait-rappel. Une fois ces produits identifiés, bien évidemment, il s'agit de les retirer de la surface de vente. Et dans un magasin, les produits, ça bouge beaucoup. Juste pour vous donner un ordre d'idée, dans un grand hypermarché, on doit manipuler 80 000 produits par jour. Une fois que ces produits sont retirés de la vente, il faut les isoler, bien évidemment, en attendant d'avoir un statut sur leur devenir. Et puis enfin, informer les consommateurs. Aussi, pour vous donner un ordre d'idée, on doit procéder à peu près à un retrait en moyenne par jour dans l'ensemble des surfaces de vente et à 1 ou 2 rappels par semaine. Alors, je pense que c'est peut-être important aussi pour vous de vous rendre compte. On a amené, je ne sais pas si c'est utile, mais en tout cas, on a amené notamment une boîte de millumel, parce que c'est intéressant de voir à quoi est confronté un employé de magasin qui doit retirer ses produits. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de manipuler une boîte de millumel, mais on en a une ici, vous allez voir que ce n'est pas si simple de pouvoir identifier le produit, ou d'autres produits d'ailleurs, hein, parce que, excuse-moi, parce que ce sont en réalité des opérations manuelles, des opérations humaines. Ce sont des gens qui sont confrontés sur une surface de vente où, vous pouvez bien sûr l'imaginer, il y a une forte effervescence et activité, qui plus est dans le cas de figure présent qui était une période de fin d'année. Et donc l'identification d'un produit, bien que la description de l'opération semble simple, est quelque chose d'assez compliqué. Et pour illustrer les propos de M. Chélet et vraiment illustrer sur le plan opérationnel, sur le terrain, pour les collaborateurs dans les entrepôts ou sur les lieux de vente,
nous avons apporté quelques produits. Donc, comme M. Chélet vous l'a expliqué, le premier identifiant d'un produit, c'est ce qu'on appelle le JETIN, c'est le code à barres, c'est la formation aujourd'hui qui est lisible dans un outil informatique. Et au-delà de ce code à barres, les informations que l'on met à disposition aujourd'hui des collaborateurs pour opérer ces retraits, dans 89% des cas, sont le numéro de lot ou la DLUO ou DLC du produit, voire l'estampille sanitaire. Et donc on a 3 exemples de produits que nous avons apportés, qu'on peut vous faire tourner dans la salle, qui illustrent que identifier un numéro de lot sur un produit, selon la nature du produit, ça peut être plus ou moins complexe. Pour exemple, le produit Millumel concerné, le numéro de lot est apposé à l'arrière du produit sur fond brillant en petites lettres. Le numéro d'estampille sanitaire qui a été indiqué à un moment par Lactalis dans la procédure, je vais reprendre la chronologie, n'était pas présent sur le produit, donc les collaborateurs ont eu des difficultés pour identifier les produits concernés. Est-ce que vous considérez que c'est une faute du fournisseur ? C'est peut-être une faute du fournisseur, mais c'est général. C'est une difficulté générale. L'ensemble des produits identiques que vous recevez, si vous devez faire une opération de rappel ou de retrait-rappel, vous n'avez pas plus d'informations sur le nombre de produits que vous commercialisez. Alors, On dit que c'est général. Alors, ce que je veux dire, c'est que trouver sur chaque produit, chaque fournisseur a ses systèmes, Voilà. mais dans les échantillons que vous allez voir, y compris d'autres produits, il faut enlever l'upercule, il faut enlever la publicité, ce ne sont pas des numéros apparents. C'est très complexe de passer du code de l'information d'un mail à l'incarnation, ça c'est pas un bon mot, mais à la chosification du produit, à la visualisation du produit. C'est très compliqué. Michel. Vous voulez dire qu'il y a autant de difficultés pour Oui. la personne qui commercialise de trouver la réalité que d'un consommateur pour trouver la date limite de péremption. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est le Parce que le trouver la système- date limite de péremption, c'est parfois très compliqué. Exactement. Et- C'est le système de traçabilité même du produit qui est compliqué. J'ai pris un autre exemple ici, c'est une boîte de pâté. Pour pouvoir identifier le numéro de lot, la date limite de consommation du produit, il faut retirer une étiquette, c'est-à-dire il faut détruire le packaging du produit pour pouvoir l'identifier. Un autre exemple, c'est une boîte de sardines. J'ai masqué la marque évidemment sur le produit. Le numéro de lot est en surimpression sur la liste des ingrédients du produit. Tout ça pour illustrer qu'un collaborateur dans un rayon ou même dans un entrepôt, voire une caissière avec une file de clients qui sont souvent bien impatients avant leur passage en caisse, Voir un client. voir un client à son domicile, c'est extrêmement complexe aujourd'hui dans le système de traçabilité actuel. Monsieur le rapporteur, une question. Oui, en fait, on avance dans nos auditions et vous venez de nous dire à l'instant que les mesures de retrait-rappel, en fait, ce sont des mesures qui viennent de l'administration. Et qu'au final, tout le monde a la même donnée d'entrée. Moi, ce que je ne comprends pas, et on avait Auchan juste avant vous, ils sont aujourd'hui en difficulté parce qu'ils avaient 52 produits qui restaient en rayon. Quand vous, Leclerc, êtes au top de la liste, et vous avez eu 999 produits restant en rayon. Alors, je ne suis pas là pour faire le plébiscite de Auchan ou d'autres grandes distributions, mais je me pose la question, au final, est-il plus sûr de se nourrir là où les prix sont plus chers, et au final, donc, moins sûr de se nourrir là où les prix sont moins chers? Je pense qu'il faut peut-être vous redonner les chiffres de cette opération Lactalis. Je ne sais pas quels sont les chiffres d'Auchan, mais pour notre part, lorsque nous avons retiré les produits de la marque Millumel, fabriqués par l'entreprise Lactalis, c'est 194 000 produits que nous avons retirés des rayons, et c'est 999 produits que nous avons vendus après la date du 21 décembre. Donc c'est 989 sur 190 000. Oui. On Ce que je veux est dire, sur c'est des que parts de marché très... Je suis d'accord, mais Auchan est à 60 000. Un Ouais. enfant malade, c'est un enfant de Bien trop. sûr, Ah, bien sûr. évidemment. Mais ce que je veux vous dire, c'est C'est vous qui qu'aujourd'hui, avez posé la question. dans les boîtes retirées, alors je ne suis pas là vraiment pour faire des Ouais. comparaisons bêtes et méchantes, je n'aime pas la règle de 3, même si j'y suis élu d'ailleurs. Mais
Auchan a retiré 70 000 produits, donc environ 3 fois moins de produits, mais a eu 50 boîtes. Vous aviez 1000 boîtes. Sur 1300 points de Et vente. par rapport au nombre de retraits-rappels, comparé à un groupe comme celui d'Auchan, qui a opéré en 2017 119 retraits-rappels, vous avez opéré environ 2 retraits-rappels par semaine. Donc, si je fais un calcul bête et méchant, ça fait donc 104. Donc, c'est là où je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il y a un défaut, au final, dans l'organisation Leclerc? Est-ce que c'est un défaut de ceux qui ont mis en place cette organisation-là? Manquez-vous de monde? N'avez-vous pas mis assez de moyens? Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous ayez, même Carrefour, qui est juste après vous, en a plus de 2 fois moins? C'est là où j'aimerais avoir un peu plus d'explications. Il ne faut pas poser faut pas nous opposer les uns aux autres. Je vous fais remarquer quand même que quand cette affaire a démarré sur la place publique, c'est parce que Leclerc a pris la parole, parce qu'il a été transparent, et vous avez eu tout de suite ces chiffres. Donc, l'administration dira dans ses contrôles la réalité des chiffres de chacun. Mais si vous les ramenez par point de vente, et ça n'excuse rien, ça ne cautionne rien, et je réponds sans grimper au cocotier, ça représente 0,4 boîtes par point de vente. D'accord? Donc, il faut s'imaginer que ce n'est même pas visible. D'accord? Et donc, c'est ce système-là. Ça aurait été. Déjà, ça a fait des dégâts sanitaires, mais ça aurait été du poison, ça aurait été catastrophique. Okay? Donc, c'est parce que votre commission d'enquête, justement, a pour objectif non pas de fixer la responsabilité, les quantités, etc., mais de voir comment on peut sortir de ce système, que nous nous offrons à être complètement transparents. Après, quand celui qui est complètement transparent s'expose, évidemment. Je vous rejoins, et je ne suis pas du tout dans la comparaison. Un peu. Mais la commission d'enquête, aujourd'hui, elle a pour but de faire en sorte que cela ne se reproduise pas, d'en tirer les conséquences, et peut-être aussi de se poser la question, si on viendra dans une des questions qui arrivera un petit peu plus tard, sur le fait de savoir si au final ce produit-là ne devrait pas être un produit considéré comme médicament. Et en allant plus loin, je crois que vous avez l'ambition de vendre aussi des médicaments directement en grande surface. Donc, quand on voit la problématique de 999 produits qui ne sont pas vendus, de se dire que demain, si le produit devient médicament et que vous souhaitez vendre des médicaments, peut-être allons-nous à l'encontre de gros problèmes. Honnêtement, ce n'est pas le sujet. Si on peut vendre du médicament, ce sera comme les pharmaciens. Donc, il ne faut pas faire de fausses polémiques. Hein. Oui, sur ce point, je tiens juste une question. Ce rapporteur fait allusion à ma dernière question tout à l'heure que j'ai posée. Mais bon, c'est parce que je suis médecin de formation et moi j'ai connu en 82-83 quand les laits infantiles, on a abandonné le monopole pharmaceutique. Bon, on peut se poser la question, cette commission peut se poser la question de savoir si, quand il y a un retrait de médicaments en France, c'est d'une efficacité remarquable. On a posé la question à un président du Conseil de l'ordre des pharmaciens, et de mémoire, je n'ai pas souvenir d'un retrait de médicaments qui entraînait une continuation de la vente. Donc, je crois pas. Écoutez, on ne va pas opposer. Non, mais c'est important. En dehors du e-commerce, oui, on ne va pas nourrir des querelles corporatistes. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je vous rappelle simplement que la législation sur la responsabilité civile, elle s'appuie sur une jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence du talc orange. Oui, mais et donc, ce n'était pas du talc vendu en grande surface. Et donc, aujourd'hui, cette législation s'applique à tout le monde. À tout le monde. Hein, ça s'applique. Et donc, c'est la même législation qui s'applique aux pharmaciens au patron d'une crèche, comme au patron d'un restaurant. C'est la même législation. Donc, il faut faire attention à travers la passion de chacun, de ne pas opposer ce que ferait mieux une corporation à une autre. Nous devons appliquer la même législation. Monsieur le Président, permettez au Président de présider cette commission. Et donc, non, mais simplement, je ne vous connais pas, mais on m'a dit comment vous étiez. Je peux le dire, je pense que je peux le dire très sérieusement. Il y a un certain nombre de collaborateurs, de ministres ou de
ministres qui m'ont dit il est extraordinaire, on le reçoit presque pour l'engueuler, et quand il s'en va, on a presque envie de nous excuser, tellement vous êtes opérant. Voilà. C'est un peu comme M. Macron. Oui, je ne sais pas. Vous êtes Macron compatible, c'est possible. Voilà. Mais non, comprenez ce que je veux dire. La question était simple, oui. La question que j'ai posée au président c'est de savoir si pourquoi on ne reviendrait pas à une forme de les premiers âges. Il y a voilà, mais chacun, voilà, il y a une possibilité de revenir au principe du médicament, ce qui nous permet de quand un médicament est retiré du marché, il n'y a pas ces problèmes-là. Et le TAC Morange, c'est bien avant, etc. Il n'y a pas ces problèmes-là. Donc, c'était une question que cette commission est en droit de se poser. Voilà, simplement. Je ne fais pas voilà, mais on peut se poser la question. Et le lait qui est là, même s'il n'est pas sur prescription, il peut arriver à des médecins de le conseiller. C'est arrivé. Hein. On conseille des laits régulièrement. Ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. Et donc, il y a une forme de... Voilà. Mais bon, c'est tout. C'est en dehors de tout ça. Monsieur Ramos avait une question, peut-être. Peut-être juste, Monsieur le Président. Oh non, juste une précision quand même, parce que vous êtes attaché à la précision. Sur la vente de médicaments et nos revendications qui sont historiques là-dessus, on ne demande pas à vendre des médicaments entre les boîtes de petits pois. Nous avons plus de 200 docteurs en pharmacie, qu'on n'a pas le droit d'appeler pharmaciens, puisque la législation de l'interne, mais qui sont docteurs en pharmacie quand ils sont chez nous et qui sont pharmaciens quand ils vont travailler dans l'officine. Et donc, c'est évidemment une demande de vendre des médicaments sous leur contrôle dans des espaces dédiés, qui sont les parapharmacies. Donc, on n'est pas non plus dans une volonté de vouloir mettre l'aspirine en promotion au milieu des petits pois. Mais c'était juste pour préciser les choses. Je reviens sur le sujet. Imaginons que la législation change et que dans les centres Leclerc, il y ait des pharmacies avec des pharmaciens. Le lait dont nous parlons aujourd'hui pourrait être un médicament. Nous avons toujours dit que si nous avions l'opportunité de dispenser des médicaments dans les parapharmacies, évidemment, c'est le système de la pharmacie qui s'appliquera à la dispensation des médicaments avec toutes les exigences qui sont requises pour cela. Très bien. Monsieur Ramos. Une première réflexion sur la communication. Moi, il m'est arrivé que M. Leclerc me parle. Malgré sa séduction, il ne m'a pas convaincu. Donc, malgré son talent, d'ailleurs. D'ailleurs, j'allais le féliciter de dire qu'il avait commencé ici cette audition par une forme d'honnêteté, en disant, voilà, il y a eu des erreurs chez nous, on les reconnaît et on mettra des procédures qui permettront que ça ne recommence pas. Puis après, dans la première question que lui a posée notre rapporteur, il a parlé qu'il a été le premier dans la presse à communiquer. J'espère que ce n'est pas de la communication. J'espère que ce espèce de coming out, etc., ce n'est pas une stratégie de com auquel vous auriez mis vos experts à côté de vous et que vous auriez pensé que c'était bien de dire tout de suite qu'on avait fait faute pour faire une stratégie de communication. Je ne le crois pas, je ne peux d'ailleurs même pas le penser. Très bien. Mais je préfère le dire quand même parce que le doute m'habite. Ensuite, vous avez dit sur les boîtes, il y a des numéros de lot qui sont difficilement lisibles par nos employés, etc. Mais quand même, le rapport de force que vous avez avec vos fournisseurs vous permettent, et je pourrais vous donner 50 cas, d'imposer à vos fournisseurs un certain nombre de choses dans le cahier des charges. C'est-à-dire qu'il vous permet de dire aux fournisseurs, nous ferons commerce que sous telle et telle condition. Donc moi, je suis surpris qu'on vienne me dire aujourd'hui, et qu'on vienne dire à la commission, j'arrive pas à lire. Vous êtes là, vous, le dernier maillon face aux consommateurs. C'est donc vous qui avez la responsabilité, finalement, en partie, parce que bien évidemment, sur ce cas-là, ce n'est pas à vous que je mets la responsabilité. Il peut y avoir des erreurs, mais pour moi, vous n'avez pas la responsabilité. Je le dis très clairement. Mais quand même, vous avez un rôle à jouer en tant que dernier maillon. Et c'est à vous d'imposer aux fournisseurs les éléments qui vous permettent de rendre la qualité et la sécurité alimentaire. Et donc, attention à ne pas nous dire « c'est illisible ». Je pense que vous étiez en possibilité de le faire et d'imposer, et que demain, sur des produits qui seraient peut-être un peu plus sensibles, votre qualité, je n'ai aucun doute là-dessus, votre volonté de servir le consommateur doit renforcer votre vigilance pour imposer aux fournisseurs une transparence et une facilité totale. Oui. Alors, sur l'identification des informations sur les produits, en fait,
l'imposer aux fournisseurs, c'est en fait la filière qui doit changer. C'est-à-dire c'est l'administration, les fournisseurs, qui sont d'ailleurs pas tous sur le territoire français, et bien sûr les distributeurs. Mais ce système de traçabilité qui a été établi avec des normes internationales, il faut se réunir, et il y a des groupes de travail qui sont en cours pour le remettre en question, et on participe volontiers à ces groupes de travail en ce moment même. Et alors, pour compléter, parce qu'il y a une piste de réflexion qui est réelle, on va reparler de la chronologie et d'autres dysfonctionnements. Mais parmi les pistes intéressantes, il faut que vous sachiez que l'année dernière encore, nous avons essayé d'introduire en prémonition des EGA, nous avions demandé aux fournisseurs, dans nos contrats, on a essayé de mettre dans nos contrats des garanties fournisseurs sur la traçabilité de leurs produits, sur le nombre de contrôles ou d'autocontrôles effectués, autocontrôles chez eux pour les transformateurs et exigences de contrôle en amont, parce que la plupart de ces contaminations viennent de l'amont. 95% des Listeria et Escherichia coli viennent de l'amont, et les salmonelles et tout ça. Et donc, vous comprenez que si le distributeur a beau multiplier les contrôles de base très large quand les lots sont désalotés et repackagés en portions individuelles, c'est bien en haut du cône qu'il faudrait multiplier les contrôles à l'origine. Eh bien non, juridiquement, c'est compliqué. Et parmi les mesures que nous sommes en train d'élaborer, c'est de revisiter avant la prochaine session de négociation, si les dates de négociation fournisseurs-distributeurs sont maintenues, c'est d'ajouter dans nos contrats une obligation soit de communiquer à une boîte noire. Nous n'avons pas forcément nous n'avons pas forcément à savoir le détail des contrôles qui sont faits par les fournisseurs, mais au moins qu'il existe une boîte noire ou une boîte blanche, je ne sais pas comment on dit, où chaque fournisseur s'engagerait d'avoir déposé le nombre de ses contrôles, le cahier des charges de ses contrôles, ce qui permettrait de gagner du temps d'ailleurs en trouvant tout de suite un report de l'aval vers l'amont, puis de l'amont encore plus en amont, d'avoir cette information. Ça fait partie des pistes, y compris dans le cadre des EGA, Monsieur le Président, qui pourraient être reprises. Preuve aussi qu'on ne négocie pas que le prix et que la sécurité devrait être un critère de référencement. Sur les relations que vous avez eues avec les services contrôleurs de l'État, est-ce que les rapports que vous avez eus, les alertes qui vous ont été données ont été faites en temps et en heure, ou est-ce que ça traînait? Est-ce que les alertes qui vous ont été données par le fournisseur ont traîné, ont été faites en temps et en heure? Peut-être sur ce point, Monsieur le Président, il faudrait qu'on reprenne un peu la chronologie en fait des opérations, parce que dans cette histoire, je pense que vous pouvez me répondre en me Bien disant sûr. oui. Est-ce que ça a été satisfaisant? Non, ça n'a pas été satisfaisant. Personne n'a été satisfaisant. Voilà. Très bien. Je propose de reprendre sur la chronologie, et ce qui va répondre à plusieurs de vos questions. Donc, dans le cas spécifique de Lactalis, nous avons eu affaire à 3 rappels, les 2, 10 et 21 décembre. Et à chacun de ces rappels, le service qualité Galec, Galec étant le nom de la coopérative. Voilà. Ouais. Les produits de marque nationale, Lactalis étant un produit de marque nationale étant référencé par le Galec, a mis en œuvre la procédure décrite par M. Chellet précédemment. Aussi par notre outil informatique SIRA, qui est le système d'information dédié au retrait-rappel, nous avons eu la confirmation de la mise en œuvre de cette procédure par toutes les entités de l'enseigne. Le premier appel, nous l'avons reçu le samedi 2 décembre à 18h52 sous forme d'un email envoyé par la société Lactalis à notre boîte aux lettres dédiée à la situation de crise en matière de rappel. Donc on a dans nos contrats qu'évoquait M. Leclerc une mention sur cette adresse email à utiliser en cas d'alerte sanitaire. Et un numéro de téléphone d'astreinte auquel les équipes répondent. Dans ce cas-là, Lactalis nous informe par email du rappel du lait Millumel bio premier âge sur 5 lots de produits.
Nous disposons à cet instant, pour le jet-in concerné, les 5 numéros de lot et les DLUO associés à chacun de ces lots. Aussi, sur la base des éléments fournis par Lactalis, l'équipe, le service qualité, constitue l'affichette de rappel qui devra être affichée à l'accueil du magasin, dans les rayons de chacun des magasins, et pour les magasins qui ont un drive, sur le site drive de ces magasins. Et le collaborateur d'astreinte du service qualité, on est samedi après-midi, enfin samedi soir, il est 20h13, assure la diffusion de rappel vers l'ensemble du réseau via le système SIRA. Le samedi 9 décembre, l'État publie un arrêté de suspension de mise sur le marché de 620 lots fabriqués sur le site de Cran depuis le 15 février. C'est toujours les samedis. Hein. Le collaborateur d'astreinte du service qualité, le dimanche 10 décembre, prend contact avec la société Lactalis pour savoir quelle est la position à tenir s'agissant de cette information-là. Et la société Lactalis nous signale, via cet appel téléphonique, l'élargissement du rappel à 8 jet-in produits, en précisant, là encore, les lots et des LUO associés. Donc on passait à 36 lots à cette étape de l'enchaînement des événements. À nouveau, le collaborateur d'astreinte du service qualité assure la diffusion du rappel qui annule et remplace le précédent vers l'ensemble des centrales d'approvisionnement régionales et vers l'ensemble des magasins qui, à nouveau, ont accusé réception de ce rappel. Donc à ce stade, ça a fonctionné. Le mercredi 13 décembre, Lactalis étend la demande de rappel à 5 lots supplémentaires répondant aux critères de l'arrêté, mais notre enseigne n'était pas concernée par ces 5 lots puisqu'en fait, ils étaient associés à la marque Pico, qui est une marque non référencée par le GALEC. Qui est en pharmacie. Ouais. Et nous arrivons au jeudi 21 décembre, où Lactalis nous signale un nouvel élargissement du rappel, mais à cet instant, à tous les lots et des LUO pour l'ensemble des produits fabriqués sur le site de Cran et commercialisés dans nos points de vente. À cet instant, il s'agit de retirer de nos entrepôts et de nos rayons magasins et de rappeler 24 jet-in de produits. Tout lot, tout DLUO. C'est quoi un jetting? Le jet-in, c'est le code. code à barre. Ouais. Voilà. Je vous remercie. C'est La ce qui est- francophonie, vous savez, ça vous dit quelque chose, la francophonie? Excusez-moi. Bah, Je vous en prie. Donc le code à barre du produit. Donc à ce moment-là, le service qualité, à nouveau, assure la diffusion d'un rappel, toujours avec affichage en magasin, en annule et remplace du précédent. Donc je précise à nouveau que pour chacun de ces rappels, comme l'a expliqué M. Chellet, les centrales d'approvisionnement régionales et les magasins ont acquitté la bonne réception des messages. Ils ont 4 heures pour acquitter chacun des messages. Et nous ont fait remonter dans le système informatisé SIRA les quantités qui ont effectivement été retirées, les 194 000 boîtes que nous évoquions tout à l'heure. Et ils ont 24 heures pour nous signaler les quantités retirées. Et donc c'est à partir du vendredi 5 janvier au soir que va se mettre en place l'enchaînement de faits qui vont aboutir au lancement de l'alerte et au déclenchement de la crise chez nous. Donc nos équipes nous informent qu'un magasin à Seclin, donc dans le nord de la France, remonte une difficulté rencontrée avec une cliente qui a pu acheter une boîte de produits Millumel Croissance 3 concernée par le 3e rappel dans le magasin. Évidemment, ce produit n'aurait pas dû être présent ni dans l'hypermarché, ni sur le site de son drive. Et pour autant, le magasin avait indiqué dans l'outil SERA avoir effectué les opérations de retrait-rappel. L'analyse qui est faite à ce moment-là est qu'il s'agit d'un épiphénomène circonscrit à ce magasin. On demande toutefois au magasin de vérifier s'il n'a pas vendu d'autres boîtes à d'autres clients, ce qui était le cas, et le magasin décide de rappeler chacun des clients concernés. Donc on est le vendredi soir. À ce stade, nous pensons que la crise est localisée à un magasin. On n'a pas, jusqu'à ce week-end, tous nos magasins ayant confirmé avoir accusé réception du message et réalisé les opérations en déclarant des quantités.
On n'a pas de raison d'imaginer qu'il s'agit d'autre chose qu'un cas isolé. Pour autant, sur le week-end, compte tenu de l'enchaînement et de la multiplicité des messages de rappel avec les différents annulés remplaces que j'ai décrits tout à l'heure, communiqués suite aux informations de Lactalis, croisés avec le signalement du magasin de Seclin, nous échangeons entre équipes de direction, donc Monsieur Chélet, Monsieur Arinaud, Monsieur Tuaillon et moi-même, et décidons le dimanche 7 au soir de lancer dès le lundi matin une vérification sur l'ensemble de nos magasins. Vérification qu'on décide à titre exceptionnel, donc on est en dehors de la procédure, et surtout, ce n'est possible que parce qu'on est en mesure de le faire, parce qu'on est sur le 1% des cas de retrait-rappel pour lequel il s'agit de retirer ou de rappeler dans nos magasins des produits identifiés par un code à barre qui est l'information, la seule information qui est aujourd'hui lisible par un système de caisse. Et donc, je vais passer la parole à Monsieur Arinaud qui va vous expliquer à partir du lundi matin les opérations effectuées pour traiter la situation de crise face à laquelle nous étions confrontés. Stéphane, Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste comprendre et revenir un petit peu sur les volumes. Tout à l'heure, Monsieur le Président Leclerc, vous nous avez dit le nombre de boîtes représente 0,4 boîtes par point de vente. Moi, je fais le calcul inverse et je vais vous dire pourquoi je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Vous nous avez dit qu'il y avait 197 000 boîtes. Je refais mon petit calcul, ça fait environ, par rapport à mon nombre de points de vente, 180 boîtes. Je vois la taille des boîtes, je me dis que 180 boîtes, c'est beaucoup et pas beaucoup. Ensuite, j'ai la chronologie qui a été dite par monsieur, qui dit qu'au final, l'information de retrait total était au 21 décembre. Et là, j'ai des factures, vous êtes venu avec des équipements, je suis venu avec, j'ai une facture Leclerc e-Drive en date du 10 janvier, une autre du 5, et là un moins 40% qui allait jusqu'au 13 janvier. Moi, je me dis, et je n'arrive pas à comprendre comment, en 3 semaines, une grande surface n'est pas capable de retirer 197 boîtes. Et ça, c'est là où je souhaiterais vraiment comprendre, là où il y a eu la faute, comment vous avez... Pourquoi cette faute est encore mal décrite et quelles sont les sanctions qui ont été prises envers les adhérents? Y a-t-il eu sanctions et sanctions y aura-t-il? Merci. Juste pour, quand on refait l'histoire, Monsieur le Président, oui. quand on refait l'histoire, on peut dire ça. Mais nous, quand le 9 au matin, on sait ça, c'est un choc pour nous. Mais avant, on ne le savait pas. Et c'est un choc parce qu'on ne le savait pas. Il n'y a aucun indicateur d'alerte. Écoutez ça bien. Il n'y a aucun indicateur d'alerte avant même qu'on ne s'exprime qui ne nous soit parvenu. Aucun. Aucun. Ni du fournisseur, ni d'association de consommateurs, ni d'association aujourd'hui de victimes, ni de nos magasins. Il n'y a aucun indicateur d'alerte qui arrive à l'équipe qui est ici avant le 9 janvier. Donc c'est un choc. Et la question que vous vous posez, elle est légitime. On se l'est posée. On se l'est posée. Et oui. Simplement peut-être pour qu'on soit clair quand même sur les chiffres. Quand on parle de 194 000 produits, ce sont 194 000 produits qu'on a retirés des rayons quand on a dû le faire. Les 999 produits qui sont en cause sont les 999 produits qui ont été vendus à partir du 22 décembre, date à laquelle il n'y avait plus de possibilité normalement, légalement, de vendre des produits Millumel. Donc quand on dit 0,4 produits par point de vente, on ne parle pas de 194 000 produits ramenés à nos points de vente, on parle de 999 produits. Oui, mais n'est-on pas capable, c'est là que je n'arrive pas à comprendre, alors, et j'aimerais rentrer un peu plus dans le détail, n'est-on pas capable de retirer, vous m'auriez sorti un paquet de lessive gros comme ça, de 12 kilos, j'aurais dit, bon, ok, c'est peut-être un petit peu long. Ayant des enfants, je porte régulièrement ce type de boîte. Mais 180 boîtes en une journée, je pense que les magasins Leclerc, en tout cas, sont aptes à faire ce genre d'opération. Vous faites des milliers de manœuvres par jour.
c'est là où je n'arrive pas à comprendre comment on a pu pêcher, comment On va vous dire votre comment on a pêché. Oui. entreprise a pu pêcher. Stéphane? Oui, je vais reprendre les événements pour vous expliquer les questions que nous sommes posées, les premières mesures qui ont été prises. Dès que nous avons été informés justement de ces 999 boîtes vendues le lundi matin, nous en avons informé bien évidemment Michel-Édouard Leclerc et nous avons mis en place une cellule de crise. Donc là, nous rentrons en système de crise le lundi matin. Et comme le disait Michel-Édouard, nous n'avions aucune information à ce moment-là qui nous faisait penser que nous n'étions pas en face d'un cas isolé, que d'un cas isolé. Comme l'a dit Xavier Guédon, tous nos magasins ont bien acquitté les messages de rappel et ont bien fait remonter les quantités comme cela est demandé dans la procédure. Procédure qui est régulièrement testée. Nous faisons des audits à blanc pour tester l'efficience de la procédure et la réactivité de nos magasins qui doivent répondre en moins de 4 heures. Donc ces tests qui sont faits régulièrement ont montré que les procédures étaient connues et bien appliquées. Il n'y a pas eu, entre les rappels et la date du 8 janvier, de messages indiquant qu'il y avait un dysfonctionnement. Donc nous le découvrons le lundi matin. Nous passons immédiatement en cellule de crise. Et là, nous allons appliquer un certain nombre de mesures. La première étant de réaliser un blocage caisse des gen codes, donc des codes à barres des produits concernés. Je tiens à préciser qu'à ce moment-là, nous sommes sur 26 types de produits différents, de tailles différentes. Il y a des laits infantiles, il y a des céréales, avec des marques différentes, des dénominations différentes. Oui, ça c'est important. Partout dans les médias, hein, on parle de Lactalis. On parle de Lactalis. Même Bruno Le Maire, quand il est chez M. Bourdin et qui dit ce qu'a fait l'administration, il n'est jamais cité les marques. On parle de Lactalis. Et quand on a fait des panels après pour comprendre comment, dans cette malheureuse complexité, nos salariés étaient paumés, il faut savoir que beaucoup de clients nous ramenaient principalement du lait Lactel. On parlait de Lactalis, on nous ramenait du Lactel. Donc on voit bien qu'il y a un problème de lisibilité. On a des procédures qui fonctionnent bien, elles sont codifiées, mais même si demain on met des algorithmes à la place, même si on met des contraintes à la place, il faut que le personnel ou le chef d'entreprise qui est en charge du contrôle de qualité puisse décrypter et ramener ça à des produits et à des marques considérées. Hein, et ça fait partie pour moi d'un travail énorme à faire. Oui. J'ajouterais juste dans la complexité des choses, le lait liquide Millumel n'était pas interdit à la vente. Il reste en rayon. Donc les gens ramenaient aussi du lait liquide Millumel. Lui n'était pas interdit. Donc la complexité est aussi là, enfin, je veux dire, dans cette dénomination qu'a rappelé Michel-Édouard Leclerc. Donc ça c'est là, donc, comme je disais, les premières mesures, c'est de faire ce blocage en caisse qui n'est possible que parce qu'on est dans les rares cas où nous faisons un rappel sur un code à barre tout lot, tout DLC. Et c'est une mesure que nous mettons en place manuellement, donc nos équipes informatiques vont se connecter sur chaque système de caisse pour bloquer les gen codes considérés, et ils le feront tous les jours pour s'assurer que c'est bien effectif et qu'il n'y a pas de bug ou de problèmes techniques qui empêcheraient ce blocage. Ça, c'est la première chose. À votre connaissance, vous avez été la seule enseigne à le faire ou tout le monde l'a fait? Tout le monde l'a fait. Il me semble que tout le monde l'a fait. Ouais. La deuxième chose que nous avons fait, c'est par visioconférence informer tous nos responsables qualité des coopératives régionales de la situation, en leur rappelant bien les consignes, en les resensibilisant à la procédure de retrait-rappel et en leur demandant de bien s'assurer que ces consignes sont toujours bien efficaces en magasin et que les équipes sont resensibilisées. Donc ça, on est toujours le lundi 8 matin. Troisième point, nous lançons l'identification de tous les clients qui auraient acheté ces produits. Donc là, nous utilisons les fichiers via les cartes de fidélité. Je vais y revenir un peu plus tard pour vous expliquer ce que ça a pu donner en termes de contact des clients qui ont acheté ces 999 boîtes. Et puis, bien évidemment, nous commençons à travailler sur le communiqué de presse
qui sera diffusé le mardi officiellement et qui sera relayé sur tous nos sites internet, réseaux sociaux de l'enseigne. Et cette communication par communiqué de presse sera doublée d'interviews de Michel-Édouard Leclerc dans la presse au Parisien et puis en Radio France. L'idée étant de faire ramener un maximum de produits dans un laps de temps. Donc c'est d'avoir, l'idée étant d'avoir... Et c'est pour ça, Monsieur Ramos, que la communication, c'est pour moi aussi et pour nous un outil de rattrapage, si je puis dire. Il n'y avait pas à se faire valoir dans une communication aussi transparente et aussi mise en avant, mais l'idée, c'était d'accélérer et de faire comprendre qu'il fallait ramener ces boîtes le plus rapidement possible et coûte que coûte. Ouais. Et en parallèle, bien évidemment, nous tenons informer l'administration de la situation et des actions que nous mettons en œuvre. Donc nous sommes le mardi 9. Le mercredi 10, la DGCCRF est dans nos locaux et va auditionner plusieurs personnes, dont Xavier Guédon, Sébastien Chélet et moi-même pendant un peu plus de 7 heures pour connaître, pour avoir un détail de l'enchaînement des faits de la situation. Et c'est à ce moment-là que nos concurrents commencent à communiquer sur des situations analogues à la nôtre. Cette cellule de crise, on va la maintenir et elle va se réunir régulièrement jusqu'au 26 janvier pour nous permettre de suivre la totalité des opérations en cours et notamment la fameuse identification et contact des clients. Donc les 999 boîtes correspondaient à 750 tickets de caisse. Sur ces 750 tickets de caisse, malheureusement, dans 74 cas, les paiements ayant eu lieu en espèces ou par chèque, il nous a été impossible d'identifier les personnes qui n'avaient en plus pas utilisé leur carte de fidélité. Sur les personnes restantes, nous avons été confrontés à 3 cas. Dans le premier cas, le client avait bien utilisé sa carte de fidélité et les informations données étaient à jour, donc nous avons pu le contacter par téléphone, par SMS ou par courrier, voire même visite directement chez la personne. Soit le client avait payé par carte bancaire et donc nous nous sommes rapprochés des banques concernées pour qu'elles puissent elles-mêmes contacter les clients et les informer de la situation ou nous donner les coordonnées pour que nous puissions nous-mêmes les avoir en ligne. Donc au final, nous aurons contacté plus de 90% des clients directement ayant acheté les boîtes après le 21 décembre. Dernier point, nous avions également mis en place un numéro vert pour permettre aux personnes qui souhaitaient avoir des informations de se renseigner. Nous avons traité sur la période un peu moins de 1000 appels, 880 au total. Et sur ces 880 appels au total, dans 31 cas, les personnes nous ont signalé avoir un enfant malade. Chacune d'entre elles, bien évidemment, a été ensuite rappelée régulièrement pour prendre des nouvelles de la situation et s'assurer que les enfants allaient bien. Et à ce stade, nous n'avons pas eu connaissance de complications sur ces 31 cas. Et puis, bien évidemment, nous avons participé en parallèle, et nous continuons à participer à toutes les réunions techniques organisées suite à cette crise, donc notamment avec le CNC qui est en train de travailler sur la refonte du système. Donc, je voudrais... Monsieur le Président, oui, je vous en prie. Monsieur, si vous me permettez, Monsieur le Président, je voudrais donc insister pour dire que, en tout cas, à ce stade d'investigation, il faut que ce soit clair. Il y a eu un certain nombre de polémiques à partir de stéréotypes sur la grande distribution. Il n'y a pas d'intention de nuire, il n'y a pas d'intention de vente malgré, etc. etc. Je dirais aujourd'hui, à ce stade du diagnostic, la procédure verticale, si je puis dire, elle nous semble avoir fonctionné. Là, je parle du regard sur nous. Hein, c'est à vous aussi de regarder de l'extérieur sur nous. Mais nous trouvons que la procédure interne a plutôt bien fonctionné. Par contre, les défaillances opérationnelles sont multiples et au stade des magasins ou des outils de mise en marché, voire entrepôt. D'accord ?
Et donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on l'aborde là, mais donc, du coup, à partir de cette impression qui ne peut pas être étayée, notre première préoccupation, c'est d'établir, nous aussi, notre commission d'enquête interne et de bien valider le diagnostic. Vous avez parlé de sanctions, vous avez parlé, que ce soit à l'égard de Lactalis ou que ce soit à l'égard de fautifs, même à l'intérieur du groupe. La première, bon, il y a une enquête judiciaire, déjà, ça va faire le boulot, si je puis me dire. Mais il ne faut pas oublier non plus que la reconstruction du système, on va le faire, je pense, de manière préférentielle, y compris avec les personnes qui ont failli. Je suis de formation chrétienne coupable. La culpabilité, le ressenti, l'affect, c'est le meilleur moteur de la perfectibilité, enfin, dans ma culture. Et donc, là, la première chose que nous avons fait, nous avons confié, je ne sais pas si c'est signé, mais donc un chantier d'investigation pour le bureau Veritas, pour la société Veritas, qui va rechecker très concrètement, parallèle à ce que fait l'administration, par rapport au-delà de ce que fait l'enquête judiciaire, qui va rechecker l'ensemble des dysfonctionnements, et notamment en magasin, pour en faire une typologie et nous proposer des mesures correctives. Ça, c'est très, très, très important. Pour gagner du temps, il y a des choses qu'a dit le président d'Auchan qui sont tout à fait au niveau du diagnostic comme des propositions et que nous partageons d'ailleurs avec d'autres interlocuteurs du CNC. Donc on va travailler sur les aspects techniques d'évolution des systèmes de caisse. La commande a déjà été passée avec une caisse parlante, mieux disante, notamment au personnel, de manière à mettre en alerte au passage du produit, que ce soit visible et qu'il y a un système d'information, information sur les tickets, information sur l'appareil lui-même, des améliorations je ne suis vraiment pas geek, je ne saurais pas vous dire le détail de ces informations, mais sur le plan informatique, pour que le système soit plus lisible et plus fluide, notamment sur la gestion des stocks, la segmentation des stocks et l'organisation logistique. Nous visons alors, un plan de certification qualité de nos outils de vente, de mise en marché. Beaucoup de nos magasins sont certifiés service. Oui, pardon, je finis peut-être ça. Beaucoup de nos magasins qui étaient certifiés service ont aussi eu quelques boîtes qui sont passées dans les mailles du système. Donc, il faut chercher une organisation interne au magasin qui soit plus exigeante encore, et au titre de la sécurité, pas simplement du service. Ce qui fait dire d'ailleurs que cette affaire, on oublie toujours, mettre des algorithmes, oui, on va changer l'informatique, on va doper les systèmes de caisse, l'automaticité des choses, mais comme je le disais tout à l'heure, il ne faut jamais oublier que ce sont des vrais gens, des vraies personnes qui sont en bout de système, qui rangent les produits, qui balisent aussi, pour faire bien ou pas bien, pardon de l'expression. Et donc, il faut passer d'une formation qui existe au contrôle de qualité à la formation à une culture de la qualité et de la sécurité. Parce que quand les clients ramènent les produits, bons ou mauvais produits, c'est évidemment pas l'hôte de caisse ou la caissière qui va savoir quoi faire de ces produits. Donc c'est tout l'ensemble du personnel qui doit être formé à la gestion de cet risque et pas simplement des responsables dans chaque magasin. Le produit arrive de tous les côtés. Donc il y a un gros travail de module de formation à faire, un module d'agrément aussi. Et donc, enfin, nous voyons bien dans notre système, vous voyez, on est complètement transparent, que donc, les magasins n'ont pas fait remonter l'information de leur défaillance, pas plus d'ailleurs que celle du contrôle, des résultats des contrôles de la direction des fraudes. Et donc, à l'intérieur de notre système, nous réfléchissons à une voie contractuelle obligatoire pour que ce système d'information nous remonte. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système vertical du haut vers le bas, mais il faut droit et devoir que les bénéficiaires de notre marque et de notre panonceau soient redevables de l'adhésion à un système d'information. Alors, je vous dis tout de suite, en France, il faut le faire. Il faut le faire.
Mais ça vaut consultation juridique parce qu'il n'y a aucun franchiseur, aucun détenteur de licence de marque aujourd'hui, il n'y a aucune coopérative qui, de droit absolu, peut imposer ce genre de choses dans un système. Donc là, il faut le travailler. C'est une suggestion sur laquelle... Ça ne peut être que contractuel. Oui. Oui. Ah, très bien. Pardon, Madame madame, Gibson. j'ai vu que vous vouliez... Madame Gibson, je vous en prie. Bonsoir. Donc, Séverine Gibson, députée de l'Eure. Je me permets en fait d'intervenir pour quelques remarques. Vous avez au début d'audition en fait bien rappelé en fait les démarches que vous avez effectuées à la connaissance des lots défectueux. Vous avez bien parlé d'affichage au drive, affichage au magasin, affichage au... Enfin, j'ai pas vraiment entendu de votre part que vous avez dit « je suis allé inspecter le stock, j'ai bloqué le stock, j'ai analysé le stock ». Alors que vous avez tout de suite dit, effectivement, j'ai communiqué avec l'extérieur de mon magasin en disant « faites attention ». Mais vous possédez quand même chez vous des magasins, un linéaire qui potentiellement possède aussi ces produits défectueux. Mais jamais vous nous avez stipulé « j'ai bloqué peut-être momentanément la vente de mon produit en interne pour m'assurer que ce qui était en rayon et dans mon stock était conforme ». C'était juste une petite remarque. Mais je pense qu'il y a aussi cette nécessité de mesures de précaution. Et ça, je ne l'ai pas entendu de votre part. Enfin, j'étais ingénieur qualité et je pense qu'on se doit de garantir une sécurité aux consommateurs. Bon, je vais finir vite fait. Ensuite, il y a aussi... vous parlez aussi quelque part de l'eau entrant. Mais il y a un système informatique. Vous avez aussi des aides, je pense, d'outils à la décision d'enregistrement de vos stocks. Et la question qui m'interpelle, c'est pourquoi vous n'utilisez pas un numéro de lot quand vous rentrez vos produits en magasin, parce que ça aussi c'est aussi un outil de travail pour vous, pour gérer vos stocks, à savoir est-ce que j'ai un produit périmé par exemple. Et il me semble que votre système informatique ne gère pas cette donnée. Donc c'était juste une petite remarque aussi. Et pour finir aussi, c'est que vous avez dit tout à l'heure que ce sont des vraies personnes en magasin qui vont ranger des vrais produits. Effectivement, et que le critère informatique n'a pas été mis en avant. Et il faut savoir que l'informatique, c'est un support. Ça va être un support de travail. Donc, voilà, enfin... Est-ce que ce support est intégré dans votre façon de travailler ? Et ça, c'est une question que je me pose. Voilà, quelques questions simples de Madame Gibson. Oui, c'est une bonne question. Ouais. Alors pour répondre à une partie de vos questions, Madame la députée, je laisserai Xavier Guédon répondre aux autres. Donc effectivement, vous avez raison, nous avons omis de le préciser, mais dans le cas des procédures de retrait-rappel, lorsque le magasin reçoit un ordre de rappel, il retire les produits des rayons, il va vérifier ses stocks physiques dans les réserves, il isole l'ensemble des produits et il met en avant les affichettes de rappel pour informer le public, donc à 3 endroits, le rayon où le produit est passé, toutes les caisses et l'accueil. Et là, sur une affichette qui est bien évidemment validée par l'administration pour nous assurer que nous mettons bien les bonnes informations selon le standard requis. Et c'est ces informations-là qui nous sont remontées dans le système dont parlait Xavier Guédon, qui s'appelle le système SIRA, qui est notre système de gestion des retraits-rappels. Sur le principe de précaution, vous avez raison. Donc, dans les décisions qui sont prises, dans les discussions que nous pouvons avoir avec l'administration et où les fournisseurs, lorsqu'il faut procéder à un retrait ou un rappel, nous prenons en compte cette approche-là d'analyse de risque que vous connaissez. Au regard du contexte, nous n'avions pas d'éléments qui nous permettaient d'aller au-delà de ce qui avait été demandé au départ par l'administration. Alors c'est vrai qu'il faut qu'on se pose la question sur les fois prochaines, et je sais que la question a été posée tout à l'heure à Auchan. Oui, s'il le faut, il faudra appliquer un principe de précaution systématique et bloquer par défaut les produits, tout lot, tout DLC, en attendant de savoir plus précisément quels sont les lots précis concernés. Donc, quelque part, fonctionner à l'envers de ce qui se passe actuellement, c'est d'aller vers un blocage de tout, et puis attendre les investigations pour pouvoir libérer au fur et à mesure les produits qui s'avèrent être définitivement bons pour la consommation et non pas fonctionner comme on fonctionne actuellement, où on a une information qui est sans doute bonne, mais peut-être pas suffisante pour nous permettre de bien gérer un retrait ou un rappel dans les conditions les plus efficaces
pour le consommateur. Et pour aller... Donc nous sommes d'accord avec ça, mais pour ne pas être accusé après d'un rapport du faible au fort ou du distributeur à l'industrie, il va falloir aussi créer le cadre juridique de ça. Je vous rappelle que l'affaire Lactalis, elle a lieu pendant les EGA, avec des agriculteurs éleveurs qui s'inquiètent des retombées négatives d'un arrêt de commande sur... c'est le distributeur qui fait ça. D'ailleurs, je crois que c'est M. Cotillard d'Intermarché, à un moment donné, qui excédé, a dit moi, nous, on ne sait plus. Enfin, je ne veux pas parler à sa place, mais il a pris une mesure d'éviction de toute la marque. Mais au fond, il faut se poser la question s'il y a une telle complexité à un moment donné à travailler par lot, par semi-lot, contre-ordre, etc. Vaut mieux sortir la marque jusqu'à ce qu'on ait une précision qui nous permet d'être opérationnel. En tout cas, votre remarque est juste et dans la réponse, nous sommes prêts à accompagner cela. Vous avez posé une autre... Non, Monsieur Le Gac avait une question également. Je crois qu'on a répondu à toutes vos questions, madame. Je ne sais plus. Ouais. Ouais. Parlez uniquement de votre outil informatique, hein, qui Oui. est quand même une aide et un accompagnement dans Oui. la gestion quotidienne et qui est vraiment un support. Et je n'ai pas l'impression que cet outil a été utilisé pour vous simplifier la vie et vous aider, je dirais, à gérer au mieux cette situation. Alors peut-être, juste avant que je vous rappelle qu'on n'est pas chez nous. C'est-à-dire que chaque magasin est responsable de sa mise en marché. Hein, ce sont les magasins qui, heureusement, enfin, ils sont responsables de leur politique sociale, ils sont responsables de leurs risques financiers et ils sont responsables des conditions de la mise en marché. Ils sont responsables devant la loi et ils sont responsables techniquement. L'outil est un outil d'aide à la décision. C'est un outil aussi de facilité de diffusion d'informations, mais ça ne doit pas conduire à déresponsabiliser les magasins pour que leurs coopératives prennent à leur place la gestion du risque de ce qu'ils font et pour lequel on n'aura pas la visibilité. Donc c'est très important quand vous dites « vous avez », etc. Donc les magasins ont ce système à disposition et en fait, il leur appartient sur le plan opérationnel d'être efficace. Oui. Juste pour rebondir sur les propos de M. Leclerc, pour bien comprendre notre organisation, donc mouvement d'indépendants, comme l'a précisé M. Leclerc, aujourd'hui, on n'a pas de vision, nous, au niveau du GALEC, du stock de chaque magasin. C'est pour ça que les magasins disposent bien d'outils informatiques qui leur permettent, en support, chacun dans leur périmètre d'activité, de réaliser ces opérations. Encore faut-il que, par exemple, le stock il soit absolument fiable. Et quand on voit le flux de produits autour des produits dans un magasin, entre les produits qu'on met en rayon, qu'on sort en rayon, les produits ramenés par les clients, etc., c'est extrêmement difficile avec les volumes de ces flux d'avoir des stocks très justes. Mais donc, c'est un outil informatique qui est en support, mais ce n'est qu'un support. Voilà. Et on n'a pas, nous, aujourd'hui, les moyens, dans notre organisation, de contrôler le stock des magasins. Très bien. Une dernière question de M. Le Gac. Oui, une seule question. On a beaucoup parlé de procédures internes et on voit que, à l'issue de cet entretien, que comment dire, les enseignements ont été tirés, les procédures ont été remises à plat à l'intérieur de votre groupement et que ça va continuer encore à réfléchir et puis probablement à améliorer l'ensemble des procédures, des protocoles en interne, mais en externe. On a parlé de l'aval, mais de l'amont. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Comment vous avez revu les relations avec vos fournisseurs? Vous avez relevé le niveau d'exigence? Parce que quand même, votre entreprise, vous avez parlé de vos salariés, de l'ensemble de vos magasins, de vos adhérents. Votre entreprise, votre nom a failli, aurait pu, enfin cette affaire aurait pu terriblement porter atteinte et un préjudice terrible. Heureusement, Dieu merci, il n'y a pas eu de nourrisson, vous l'avez rappelé notamment, vous avez eu un rappel et aucun enfant, mais imaginez le pire. Ça veut dire qu'à cause d'un fournisseur, c'est toute votre entreprise qui aurait pu... alors bien sûr, peut-être qu'il y avait aussi des... Donc voilà, nous on voit Emmanuel Béni, je l'espère, la semaine prochaine ou la semaine après. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on lui dise et comment, je veux dire... On parlait tout à l'heure, le président parlait de savon avec Auchan. Vous, peut-être que vous l'avez eu, ou comment, au-delà de l'anecdote avec lui et avec Lactalis, mais avec l'ensemble de vos fournisseurs. Oui.
comment vous avez revu Monsieur le l'ensemble de vos Président, procédures. avant de vous libérer, pour compléter, parce que la question de Didier est la même que la mienne précédemment, à laquelle Oui. vous n'avez pas encore répondu, mais quelles ont été exactement, et la satisfaction que vous pouvez en tirer des rapports avec les services de contrôle de l'État, nous dire comme ça, en passant, que vous avez été écouté pendant 7 heures, quels ont été les systèmes d'alerte de l'État? Quand avez-vous été prévenu par le contrôle, quel que soit d'ailleurs, parce que c'est un millefeuille, hein, donc quel que soit, quand avez-vous été prévenu? Quel est votre degré de satisfaction par rapport au service de l'État? Et deuxièmement, la question de Didier est essentielle. Est-ce que votre fournisseur vous a pas mis un peu dans la panade, aussi grand et aussi puissant soit-il, et aussi responsable que nous puissions être dans le cadre de cette commission, qui est une commission parlementaire, par rapport au respect d'une filière qui est essentielle pour notre nation? Oui, parce que ça a fait du dégât dans les familles. Ça a fait des dégâts pour l'image de marque des enseignes, de l'industriel, jusqu'au chez les éleveurs et la filière laitière. Et ça a fait des dégâts sur le modèle français alimentaire à l'étranger. Donc il faut prendre tous ces éléments en conscience. Ils n'ont pas même valeur, hein, santé d'abord, mais il y a aussi un impact économique. Et il ne faut pas faire Monsieur le semblant. Président, je l'ai précisé, la Commission en a complètement conscience. C'est la raison pour laquelle nous avons auditionné l'ensemble des gens concernés. Parmi les suggestions, vous comprenez qu'on est quand même... quand on a été un peu merdeux, on ne peut pas aller donner des leçons aux autres. Donc, moi, je préfère répondre à des questions fermées, à des réponses ouvertes et constructives. S'agissant de l'administration, on voit bien qu'elle est centralisée quand elle contrôle, mais quand elle conseille même ou qu'elle suit les dossiers, elle est régionale. Comme nous d'ailleurs aussi dans le fonctionnement. Nous, ce sont les magasins qui sont responsables et ils sont visités par les directions régionales des fraudes. Et on voit bien que s'il y a quelque chose à construire aujourd'hui, eh bien, c'est au niveau national, s'agissant des grandes enseignes, quitte à préciser les domaines de responsabilité des mandataires, des mandants, si c'est les fédérations. Moi, je préférerais que ce soit les entreprises ou les réseaux d'entreprises. Il faut qu'il y ait une gestion de crise nationale. Il faut qu'il y ait des comités de crise liant l'administration et les enseignes le plus tôt possible et qu'il y ait un pilotage commun. Alors, ça pose peut-être des problèmes de déontologie, mais en tout cas, ça peut être résolu. Ça aurait mérité un pilotage national commun. On aurait croisé les données plutôt que chacun allait les chercher, chacun ayant ses systèmes de remontée du terrain. Mais je pense qu'on pourrait améliorer le système avec une gestion de crise nationale. Entre nous, soit dit, cet entretien est médiatisé, mais sur la gestion de crise terroriste, c'est pareil. Il manque un lieu où les principaux opérateurs pourraient se retrouver, partager leur expérience et à qui l'administration pourrait lancer des alertes, tester l'organisation, etc. Hein. Ça aurait pu être du poison dans les produits. Donc, vis-à-vis de l'administration, je préconise un travail beaucoup plus au niveau national, coordonné, en gestion de crise, que ça ne l'a été. Deuxième chose, vis-à-vis des fournisseurs, alors, parmi les actions que l'on prend, s'agissant des marques de distributeurs, nos propres marques de distributeurs, nous avons connu des crises aussi. Hein. Fipronil, c'était de la contrefaçon. La viande de cheval, on était dedans, mais ça nous a fait phosphorer aussi là-dessus. On n'est pas toujours les plus mauvais, hein. Donc on a phosphoré. Donc nous avons décidé d'augmenter les budgets, évidemment, pour l'autocontrôle. Alors passer de 2 pour 1000 à 4 pour 1000, ça ne va pas forcément sécuriser l'ensemble, mais si chaque distributeur, chaque opérateur dans la filière, chaque restaurateur, chaque transformateur accroît ses propres, met dans une banque de données ses propres données, ça finit quand même par faire des indicateurs d'alerte intéressants. Et du coup, puisque nous allons le faire pour nous allons multiplier ces contrôles, ces autocontrôles, nous allons aussi l'exiger. On va voir le cadre juridique, l'exiger de nos fournisseurs à marque de distributeur. Là, c'est assez facile parce que le cahier des charges, c'est nous qui allons le fixer. Et dans le cahier des charges, on va mettre l'augmentation du nombre d'autocontrôles et la connaissance des autocontrôles. Par contre, s'agissant de Lactalis ou demain de n'importe quelle marque industrielle,
On a eu les mêmes problèmes un jour sur Mars. Je ne vais pas dénigrer telle ou telle marque, mais là, c'est pareil. Dans nos négociations commerciales, le cahier des charges contrôle, sécurité, garantie, engagement du fournisseur, qui pourrait être reporté par ce fournisseur sur son fournisseur de matières premières, il n'existe pas non plus. Et à ma connaissance, chez nos collègues de la distribution, mais même dans le service public, dans la restauration, je ne crois pas que ça existe. Et en tout cas, je ne voudrais pas lancer la polémique non plus et que ce soit mal interprété par l'Association nationale des industriels de l'agroalimentaire. Ils sont assez chauds à la polémique. Mais je pense que dans un projet de construction collective de systèmes de sécurité, on pourrait réduire le facteur aléatoire, la faute à pas de chance, comme vous avez dit tout à l'heure. On pourrait réduire en augmentant chacun ses autocontrôles et en exigeant de sa filière amont le même type de comportement, si je n'ai pas été trop brouillon pour l'exprimer. Non, je vous remercie. Monsieur le dernier. Hein. Oui. Non, si je peux me permettre, quand vous allez réfléchir sur le cahier des charges, ce n'est pas tant le nombre d'autocontrôles qui compte, parce qu'on a vu que, justement, dans Priscille, il y avait beaucoup d'autocontrôles, mais c'est comment ils étaient faits, et puis qu'est-ce que devenait après le résultat des analyses, mais ça, c'est un autre sujet. Non, mais donc vous répondez effectivement, et je l'entends avec la réponse avec l'ensemble des fournisseurs, mais aujourd'hui, avec la crise, vous en êtes tout, parce que nous avons découvert que ça fait 10 ans quand même que ça dure. Hein, un peu plus de 10 ans même, presque 15, les premiers cas de... Donc aujourd'hui, on est au mois de mai, c'est arrivé au mois de janvier, qui nous dit qu'aujourd'hui, demain, un autre cas ne va pas se reproduire. Qu'est-ce qui a changé dans la relation avec ce fournisseur ? D'abord, il n'y a plus de marque Millumel en poudre, et c'est un gros chiffre d'affaires en moins pour ce fournisseur. Après, il y a beaucoup de salariés, il y a des éleveurs derrière. C'est quand même pas nous qui allons lui faire la leçon. Vous voyez, même dans le rapport du distributeur industriel, il faut respecter les personnes. L'ensemble des salariés de Lactalis n'ont pas fauté. Les éleveurs non plus, ou peut-être pas. Et donc, là, il faut laisser quand même... on ne peut pas se substituer à l'enquête judiciaire. Qu'est-ce que vous diriez de nous si on boycottait le fournisseur? Vous imaginez la gestion en amont de toutes les familles qui dépendent de cette collecte, etc. Ce ne serait pas sérieux. Donc, je réponds peut-être de manière un peu floue, mais vous comprenez bien aussi, on réglera ça, d'abord la justice réglera ça, et puis le diagnostic aussi, il faut le sortir. Hein, en tout cas, les collaborateurs ici, dont je suis fier, hein, sont tous très impliqués, conscients du drame qui aurait pu se passer et des défaillances qui ont eu lieu et des malheurs qu'on a causés, qui ont été causés, conscients aussi que c'est un risque systémique. On va appliquer sur nous notre propre autocritique et notre propre plan d'action. Nous nous offrons en toute transparence à aider aussi bien le fournisseur Lactalis que tous les autres fournisseurs de la filière à améliorer le dispositif de sécurité. Je pense qu'il n'y a pas d'autre discours à notre niveau à tenir. On ne serait pas en droit de le tenir. Monsieur Ramos, et je clore l'audition ensuite. Oui, de réflexion, juste. La première, le modèle de chez Leclerc, qui est le modèle des distributeurs indépendants, qui fait aujourd'hui que vous arrivez dans vos organisations à avoir des coûts qui sont un peu inférieurs dans votre organisation. Quand il y a un souci, on ne peut pas dire on a notre limite parce qu'on a des indépendants et que chacun est responsable d'eux. On a aussi une enseigne globale et vous avez une responsabilité globale. Donc je dis attention à ne pas reporter sur les indépendants, je dirais même si le système est indépendant. Et puis je voudrais juste conclure en disant, vous n'avez pas répondu d'abord à la question du président. Est-ce que vous avez eu M. Beignet au téléphone sur cette affaire-là? Parce qu'on le sait, on a eu l'occasion tous les deux d'échanger directement. Quand vous avez quelque chose à dire, vous êtes capable de rencontrer les gens. Oui, c'est votre rencontré. Voilà. Et est-ce que dans cette période-là, vous l'avez rencontré? Oui. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire simplement, c'est au moins quand on ne peut des fois ne pas être d'accord avec vous, vous êtes présent. Et donc moi, je veux dans cette commission d'enquête de dire, voilà, on a un groupe auquel des fois on peut ne pas être d'accord, mais on a des dirigeants qui sont présents et il faut que ça soit dit parce que ça, c'est tout à votre crédit.
Merci. Je Non, vous remercie, je monsieur. ne Pardon. faillirai. Monsieur le Président, 30 Merci, secondes. pardon. Non, merci Monsieur Ramos de le préciser. Puis je tiens à dire que cette commission d'enquête se déroule plutôt bien, puisque chaque fois que nous avons demandé d'une manière courtoise et réglementaire la présence de grands patrons, nous les avons. Et oui, sinon on peut le faire en recourant à la force publique, mais je m'imaginais mal aller chercher Monsieur Meunier au matin avec 2 gendarmes, je ne sais où d'ailleurs, mais non, ça se passe bien et je pense que Monsieur le rapporteur et moi-même, et je tiens à remercier, j'en profite pour remercier ma directrice Hugon Pétel et puis nos administratrices du travail qu'elles font, parce que les commissions d'enquête, Monsieur le Président, d'un Parlement comme le nôtre, mais sont à 1000 lieues des moyens que vous pouvez posséder dans votre entreprise. J'en ai conscience. C'est-à-dire que là, nous sommes dans le domaine artisanal. Pour avoir accès à une salle comme ici, et j'en profite parce que c'est public, nous devons aller pleurer auprès des présidents de commissions diverses et variées, des lois des affaires étrangères, etc., parce que nous devons être retransmis par la vidéo. Et les moyens qui sont donnés, je n'ai aucun moyen, ni monsieur le rapporteur, pour nous déplacer où que ce soit. Donc on travaille en artisanat, en courage et en passion. Et c'est un des graves problèmes de cette démocratie, c'est que les gens imaginent que les commissions d'enquête parlementaires sont au même niveau que ce qui existe aux États-Unis. La seule chose, c'est que le président a le pouvoir, là j'ai le pouvoir de la loi qui me dit, voilà, monsieur Leclerc ne veut pas venir, il est parti à l'île d'Oléron, je ne sais pas. Je vais chercher monsieur Leclerc. Non, mais c'est c'est la Bretagne, je ne sais pas, ou en Bretagne, j'imagine. Mais je vais le chercher. C'est le seul moyen, mais je ne sais même pas comment je pourrais me déplacer. Et j'en profite pour le dire publiquement, c'est lamentable, c'est incroyable, ce que ça ne tient que par le courage de nos administrateurs. Et je peux vous dire qu'ils travaillent le dimanche et tout le temps, et c'est assez merveilleux. Ouais. Et ça ne tient que par la passion des parlementaires qui sont présents, y compris à 19h14, alors qu'ils vont rater leur train pour rentrer chez eux, s'ils doivent rentrer. Oui, c'est un aparté, mais je profitais, et vous m'excuserez, mais vous le comprendrez, voilà, de m'être servi de... Non, c'est... D'ailleurs, nous nous offrons à continuer à discuter avec vous et à vous nourrir des demandes que vous effectuerez. Hein. Oui, Monsieur Ramos, cette obligation de transparence, je l'ai dans les gènes. Mon père était comme ça, j'ai été éduqué par mon père et ma mère comme ça. Et quand bien même je ne suis plus directement dirigeant opérationnel des centres Leclerc, mais leur porte-parole, leur fédérateur, etc., c'est à moi qu'ils s'adressent et je serai toujours transparent. On a un rapport de confiance avec le consommateur qui a été altéré. Il faut être clair. Et il faut s'engager. Donc ça, c'est quelque chose qui ne me quittera pas et quittera pas mes collaborateurs. Pour ce qui concerne le rapport qualité au prix ou la structure juridique, groupe d'indépendants par groupe intégré, en fait, vous avez bien vu, il y a eu des failles dans le système, j'allais dire semi-public, hein, les crèches, etc., en pharmacie ou en grande distribution. Probablement, si on avait multiplié les enquêtes, enfin, soyons honnêtes, si on avait multiplié les enquêtes, on voit bien aujourd'hui que c'est une défaillance de nature, je ne sais pas si c'est le mot, systémique. Donc ça doit rendre modeste par rapport à la reconstruction. Il faut avoir de l'abnégation et de la lucidité et puis reconstruire. Vous avez peu de moyens, mais je pense qu'on a sorti des pistes quand même qui sont intéressantes. Puis vous avez d'autres auditions. Mais vous voyez, un groupe d'indépendants comme le nôtre, je ne dis pas ça pour nous cautionner, nous dédouaner, mais par exemple dans l'affaire de Razzapiana, les importations, nous, nos audits sociaux, et nous multiplions les audits sociaux, fait que notre enseigne d'indépendants ne travaillait pas avec les industriels et, du Bangladesh en question, et donc nous n'étions pas dans cette affaire. Dans l'affaire de la viande de cheval, on avait réussi à éviter ça. Donc c'est vrai qu'on ne se servira jamais d'un système, de l'argument de « nous sommes un groupe d'indépendants, l'enseigne n'est pas responsable », mais ça montre bien aussi dans ce que je vous dis que, c'est pas que la faille n'est pas liée à l'organisation juridique, n'est pas liée à un statut, c'est lié à des comportements. Et il faut aujourd'hui que la notion de sécurité alimentaire, que la notion de qualité sanitaire rentre non seulement dans les contrats, l'ordre de fonctionnement des groupements de commerçants, mais que ça devienne un ADN du métier de commerçant. Un ADN du métier de commerçant. Et ça, c'est un combat culturel que nous devons mener chez nous, et notamment auprès des jeunes générations. Et c'est un combat culturel que nous devons, vis-à-vis de vous,
mettre en œuvre à travers des processus pratiques et puis surtout des résultats qui ne faillissent pas. Oui. Une dernière question, un dernier point, parce que c'est une question qui a été récurrente. Vous avez le droit de parler après le président? Il m'autorise. Non, parce que la question est importante, elle est revenue souvent, on a regardé vos différentes auditions, elle est revenue souvent, et monsieur le rapporteur en a encore reparlé dans son introduction, cette histoire de promotion des 40%. On voudrait quand même que les choses soient clairement posées, parce que certains ont voulu agiter cela en laissant supposer qu'on bradait le lait, non pas vous, je dis pas vous, mais sur sociaux, etc., d'éminents représentants syndicaux ont pensé intéressant de dire que c'est une façon de brader les produits, le lait infantile. Évidemment, ce n'est pas le cas, ou alors c'est mal connaître le système. La promotion en question, elle a été négociée durant l'été, donc entre le 21 juin et le 29 août. Elle a été ensuite, les magasins ont passé commande entre la fin septembre et le début octobre. Ils ont été livrés à la fin novembre, et donc bien avant que n'explose toute cette histoire. Donc là-dessus, il faut que les choses soient très claires. Et évidemment, quand le 21 décembre, il y a eu un ordre de retrait général, les magasins ont reçu une notification leur disant que cette opération, ce produit n'était plus dans le catalogue, qui était en train d'être diffusé. Plusieurs millions de catalogues, vous savez, vous êtes élus, vous savez comment ça marche, les professions de foi, etc. Vous connaissez parfaitement. Donc ça prend du temps et il faut le planifier. Nous n'avons pas les moyens de diffuser des millions de catalogues. Non, mais au moins au niveau présidentiel, quand il y a une campagne, on sait comment ça marche. Donc voilà, évidemment, il y a tout un processus qui est bien avant la crise, qui malheureusement, c'est un concours de circonstances calendaires, tombe là-dessus, mais évidemment, à aucun moment l'enseigne n'a lancé une promotion pour se débarrasser de ses stocks. Merci. Eh bien, écoutez, permettez-moi de vous remercier, Monsieur le Président, Messieurs les directeurs, Monsieur le chargé de mission et l'ensemble de mes collègues, Monsieur le rapporteur également, et puis Madame la directrice, Mesdames les administratrices. Merci beaucoup d'avoir, oui, jusqu'à 19h19, on a presque eu 2 heures d'audition et je tiens à vous en remercier vivement. Très bien.